Ce soir-là, tandis que tous souriaient autour de moi, mon mari m'a saisi par le bras et a murmuré quelque chose qui a glacé mon sang. « Prends ton sac, maintenant. Fais comme si tout allait bien. » J'avais 64 ans et je venais de découvrir que la fête que mon fils avait organisée pour moi n'était pas une célébration. C'était un piège. Je m'appelle Solane Vauclerc. J'ai passé ma vie entière à croire qu'être une bonne mère signifiait tout donner de soi, renoncer à ses rêves, construire l'avenir de ses enfants avec ses propres mains. Ce soir d'octobre, dans notre vieille maison aux abords d'Annecy, j'ai compris que j'avais peut-être trop donné, et que certaines personnes, même celles qui portent notre sang, apprennent à confondre générosité et faiblesse. La pièce était illuminée par des bougies. Théo, mon fils unique, avait insisté pour que je ne m'inquiète de rien. « Maman, tu mérites de te reposer, laisse-moi tout gérer avec Camille. » Sa femme souriait en arrière-plan, ajustant des coupes en cristal sur la table de chêne qui avait appartenu à ma grand-mère. Il y avait des fleurs partout. Une musique douce s'échappait du vieux gramophone que mon père avait rapporté de Lyon il y a des décennies. Tout semblait parfait, chaleureux, familier. Mais il y avait quelque chose dans l'air que je ne parvenais pas à nommer. Une tension déguisée en gentillesse, un regard échangé trop rapidement, une pause trop longue avant chaque réponse. L'odeur des roses blanches emplissait l'atmosphère, se mêlant au parfum des bougies à la cire d'abeille que Camille avait disposée avec un soin méticuleux sur chaque meuble. Les flammes vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les murs patinés par le temps, créant une ambiance qui aurait dû être réconfortante mais qui, étrangement, me mettait mal à l'aise. J'essayais de chasser cette sensation, de me convaincre que c'était simplement l'émotion de voir mon fils prendre soin de moi de cette manière. Quand je suis arrivée à la fête, Théo m'a serré dans ses bras avec force. « Maman, que je suis content que tu sois là. Aujourd'hui, c'est uniquement pour toi. » Camille m'a apporté une coupe de vin et a embrassé ma joue. « Solane, tu es magnifique. 64 ans et tu en parais 50. » J'ai souri. J'ai remercié. J'ai senti une oppression dans ma poitrine que j'ai prise pour de l'émotion. Mon mari, Philippe, était à mes côtés, silencieux, observant tout avec cette expression que seule une personne vivant avec quelqu'un depuis 40 ans peut déchiffrer. Il n'était pas heureux. Il était en alerte. Philippe avait cette façon particulière de plisser légèrement les yeux quand quelque chose le dérangeait. Un tic presque imperceptible que j'avais appris à reconnaître au fil des années. Ce soir-là, ses yeux ne quittaient pas Camille, suivant chacun de ses mouvements avec une attention qui ne lui ressemblait pas. Je me suis penchée vers lui, cherchant son regard, mais il s'est contenté de serrer ma main sous la table, ses doigts froids contre les miens. Les invités ont commencé à arriver. Des voisins, des amis du club de lecture, le couple qui habite la ferme voisine. Tous apportèrent des cadeaux, des embrassades, des compliments. « Solane, tu es une inspiration pour nous tous. Quelle femme extraordinaire tu es. » J'acceptais les félicitations avec modestie, comme je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais aimé être au centre de l'attention. J'ai grandi dans une famille où l'humilité était une vertu, où parler de soi était presque un péché. Ma mère avait l'habitude de dire « Une femme qui s'exalte perd le respect ». J'ai porté cela en moi toute ma vie, comme un fardeau invisible mais constant. Les conversations s'enchaînaient, légères en apparence, ponctuées de rires qui résonnaient contre les poutres en bois du plafond. Madame Dubois, notre voisine de 80 ans, me racontait ses souvenirs d'Annecy dans les années 50, quand le lac gelait encore en hiver. Monsieur Arnaud, le libraire du village, me parlait du dernier roman qu'il avait reçu et qu'il pensait que j'aimerais. Tout aurait dû me réjouir, me réchauffer le cœur. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les apartés furtifs entre Théo et Camille, leurs murmures à peine audibles, leurs sourires qui ne montaient pas jusqu'à leurs yeux. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Les mots étaient trop doux, les sourires trop larges. Camille n'arrêtait pas de me servir du vin, remplissant ma coupe avant même que je ne la termine. « Détends-toi, Solane. Profite, tu le mérites. » Théo répétait la même phrase toutes les demi-heures. « Maman, tu as tellement travaillé. Maintenant, c'est le moment de te reposer. » Te reposer. Ce mot a commencé à résonner dans ma tête comme un avertissement,
comme un écho insidieux qui refusait de se taire. À chaque fois que Camille prononçait ce mot, « reposer », elle penchait légèrement la tête sur le côté, un geste qui se voulait affectueux, mais qui me semblait étrangement calculé. Ses yeux pétillaient d'une lumière que je n'arrivais pas à interpréter. Était-ce de la compassion, de l'excitation, ou quelque chose de plus sombre, de plus intéressé? Philippe a touché ma main sous la table. Ses doigts étaient glacés. Il s'est penché et a murmuré tout bas, presque sans bouger les lèvres. « Solane, il y a quelque chose qui cloche vraiment ici. » Mon cœur s'est emballé. « Quoi ?» Il n'a pas répondu. Il a simplement serré ma main plus fort et a continué à sourire aux invités, comme s'il jouait un rôle dans une pièce de théâtre dont je ne connaissais pas le script. La soirée s'est poursuivie dans cette atmosphère étrange, entre légèreté apparente et tension sous-jacente. Rire, toast, vieilles histoires qu'on racontait à nouveau. Théo a fait un discours émouvant. Il a parlé de la façon dont j'avais toujours été présente, de comment j'avais sacrifié ma carrière d'enseignante pour m'occuper de lui, de comment j'avais vendu les bijoux de ma mère pour payer ses études à Paris. Tout le monde a applaudi. J'ai senti des larmes monter à mes yeux, une boule d'émotion qui se formait dans ma gorge. Mais Philippe restait tendu à mes côtés, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur Camille avec une intensité troublante. Dans son discours, Théo avait utilisé des mots si beaux, si justes en apparence, que j'aurais dû me sentir comblée. Il évoquait les dimanches où je l'emmenais au bord du lac, les devoirs que nous faisions ensemble à la lueur de la lampe de la cuisine, les nuits où je restais éveillée à son chevet quand il était malade. Chaque phrase était une reconnaissance, chaque mot une validation de tous mes sacrifices. Pourtant, quelque chose dans sa voix me dérangeait, une note fausse, presque imperceptible, comme une corde de violon légèrement désaccordée. C'est alors qu'elle a apporté le gâteau. Un énorme gâteau, décoré de fleurs en sucre, des bougies allumées formant le nombre 64. « Solane, fais un vœu !» Tout le monde s'est mis à chanter « Joyeux anniversaire !» J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me concentrer, de formuler un souhait sincère. Mais la seule chose que je ressentais, c'était l'étreinte de la main de Philippe sur la mienne, de plus en plus forte, presque désespérée, comme s'il essayait de m'ancrer à la réalité avant qu'elle ne s'écroule complètement. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu. Ça n'a duré qu'une seconde, moins que ça. Camille et Théo ont échangé un regard. Ce n'était pas un regard de complicité ordinaire entre époux, c'était un regard de soulagement. Comme si quelque chose s'était bien passé, comme si un plan fonctionnait exactement comme prévu. Ce regard m'a traversé comme une lame de glace, figeant momentanément le sourire sur mes lèvres. Philippe s'est levé brusquement. « Solane, viens avec moi. Je dois te montrer quelque chose dans la voiture. » Théo a froncé les sourcils, une ombre de contrariété passant sur son visage. « Maintenant, papa? En plein milieu de la fête ?» Philippe a souri, mais son sourire ne contenait aucune chaleur. « C'est rapide, juste une minute. » J'ai pris mon sac. Camille a essayé de retenir mon bras, ses doigts se refermant autour de mon poignet avec une insistance qui m'a surprise. « Solane, reste encore un peu. La soirée ne fait que commencer. » Mais Philippe m'entraînait déjà vers la porte, sa main ferme dans le creux de mon dos. L'air froid d'octobre m'a frappé au visage dès que nous sommes sortis. Le contraste avec la chaleur étouffante de la maison était saisissant, presque violent. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence, nos pas résonnant sur les pavés humides de l'allée. Philippe a ouvert la portière, m'a fait monter sur le siège passager et a verrouillé les portes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a parlé, sa voix tremblante d'une émotion contenue. « Ne retourne pas là-dedans. Ne retourne pas. » Ma voix est sortie chevrotante, presque inaudible. « Philippe, qu'est-ce qui se passe ?» Il a sorti son téléphone de sa poche et m'a montré une conversation. C'était entre Théo et Camille. Des messages échangés quelques heures plus tôt. Mon sang s'est figé dans mes veines. Elle va signer ce soir. Profite qu'elle est émue. Et si elle se méfie? Elle ne se méfiera pas. Ma mère me fait confiance. Philippe a fait défiler l'écran. Il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres. Chaque ligne était un coup de poignard. La maison d'Annecy vaut combien déjà? Au moins 800 000, plus son compte en banque. Et l'appartement à Paris? Tout sera à nous.
Elle n'a pas besoin de tant de choses à son âge. Ma respiration s'est bloquée. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, que tout ce en quoi j'avais cru pendant des décennies s'effondrait comme un château de cartes. Philippe a pris mon visage entre ses mains, ses paumes chaudes contre mes joues glacées. « Solane, écoute-moi bien. Il y a des documents dans cette maison. Des documents qu'ils veulent te faire signer en te faisant croire que c'est une simple formalité. Procuration, transfert de biens, tout déguisé en planification pour l'avenir. » J'ai regardé vers la maison. Les lumières brillaient toujours. Les silhouettes des gens dansaient contre les rideaux, leurs ombres déformées projetées sur les murs blancs. Des rires s'échappaient par les fenêtres, portés par le vent froid de la nuit. Mon fils était là-dedans. Le petit garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais appris à lire, que j'avais consolé après chaque cauchemar. Le même petit garçon qui planifiait maintenant de me dépouiller de tout. Les souvenirs ont déferlé sur moi comme une vague. Théo, à 5 ans, serrant mon cou en pleurant parce qu'il avait peur de l'orage. Théo, à 12 ans, me montrant fièrement son premier A en mathématiques. Théo, à 18 ans, partant pour Paris avec une valise et des rêves plein les yeux. Comment cet enfant était-il devenu cet homme? Où avais-je échoué? Qu'avais-je fait de mal pour mériter cette trahison? Philippe a démarré la voiture, le moteur rugissant dans le silence de la nuit. On s'en va, maintenant. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas assimiler ce qui se passait. Mais, et les invités? Et Théo? Philippe m'a regardé avec une douleur que je n'avais jamais vue auparavant dans ses yeux, une souffrance qui semblait venir du plus profond de son âme. Solane, notre fils n'a pas organisé une fête, il a organisé une arnaque. Et à cet instant, alors que la voiture s'éloignait de la maison où j'avais élevé mon fils, où j'avais vécu les plus belles années de ma vie, j'ai compris une vérité amère qui m'a coupé le souffle. Parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux qui nous trahissent le plus profondément. Et certaines fêtes ne célèbrent pas, elles préparent le terrain pour la fin. Le trajet jusqu'à l'appartement du centre-ville s'est fait dans un silence lourd, pesant, seulement interrompu par mes sanglots étouffés. Philippe conduisait vite, trop vite peut-être, comme s'il craignait que Théo ne nous poursuive. Les lumières d'Annecy défilaient par la fenêtre, floues à travers mes larmes. Je reconnaissais chaque rue, chaque bâtiment, mais tout me semblait soudain étranger, comme si je voyais ma propre ville à travers les yeux d'une inconnue. Mais ce que Philippe ne savait pas encore, ce que moi-même je ne comprenais pas complètement à ce moment-là, c'est que cette nuit n'était que le commencement d'une histoire bien plus complexe. Parce que lorsque je suis retournée dans cette maison 3 jours plus tard, j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma douleur en rage, et ma fragilité en une force que je n'aurais jamais cru possible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous comprenez ce que je ressens. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire, ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Je veux savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire, et si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui vient ensuite, vous ne voudrez pas le manquer. 3 jours, c'est le temps qu'il m'a fallu pour arrêter de pleurer et commencer à réfléchir. Philippe voulait qu'on parte, qu'on quitte Annecy, qu'on disparaisse avant que Théo ne se rende compte qu'on savait tout. Mais moi, je ne pouvais pas. Pas encore. Parce qu'il y avait quelque chose dans ces messages, quelque chose qui ne collait pas, qui me rongeait de l'intérieur comme une écharde impossible à retirer. Pendant ces 3 jours, je suis restée enfermée dans notre petit appartement du centre-ville, celui qu'on louait avant d'acheter la maison. Philippe avait insisté pour qu'on y retourne temporairement, le temps de réfléchir à la suite. Mais réfléchir à quoi? Mon fils voulait me voler. C'était simple, brutal, irréversible. Sauf que rien n'est jamais aussi simple. Le 3e matin, je me suis réveillée avec une certitude froide, presque clinique. Je devais retourner dans cette maison. Je devais voir Théo en face. Pas pour lui pardonner. Ça, je ne sais pas si un jour je pourrai. Mais pour comprendre. Pour savoir comment j'en étais arrivée là. Comment la femme qui avait tout donné pour son fils était devenue, à ses yeux, juste un obstacle à éliminer. Philippe a essayé de m'en dissuader. Solane, c'est de la folie. S'il comprend qu'on sait, il va tout nier.
Pire, il va retourner la situation contre nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Laisse-moi y aller seul. Il a ouvert la bouche pour protester, mais quelque chose dans mon regard l'en a empêché. Peut-être qu'il a vu, pour la première fois en 40 ans, que je n'étais plus la femme douce et accommodante qu'il avait épousée. Que quelque chose en moi s'était brisé et qu'à la place, quelque chose de plus dur, de plus tranchant, était en train de naître. J'ai pris la voiture, conduit lentement à travers les rues pavées d'Annecy, dépassé le lac dont les eaux grises reflétaient le ciel d'automne. La ville que j'aimais tant me paraissait soudain étrangère, comme si je la voyais pour la première fois avec des yeux dessillés. Chaque maison, chaque façade, chaque visage croisé me rappelait tout ce que j'avais cru vrai et qui s'était révélé faux. Quand je suis arrivée devant la maison, Camille était dans le jardin. Elle taillait les rosiers avec des gestes méticuleux, concentrés. En me voyant, elle a souri. Ce sourire. Doux, accueillant, parfaitement calibré. « Solane, quelle surprise! Théo ne m'avait pas dit que tu venais. » J'ai forcé mes lèvres à former quelque chose qui ressemblait à un sourire. Je voulais juste récupérer quelques affaires. Elle a hoché la tête, sans cesser de sourire. « Bien sûr, entre. Théo est au téléphone, mais il sera content de te voir. » Content. Le mot a résonné dans ma tête comme une insulte. Je suis entrée. La maison sentait encore les fleurs de la fête. Les bougies étaient éteintes, mais les traces de cire restaient sur les meubles. Tout était trop propre, trop rangé, comme si on avait voulu effacer rapidement toute trace de cette soirée. J'ai traversé le salon, monté l'escalier en bois qui craquait sous mes pas, et me suis dirigée vers mon ancien bureau, cette pièce que j'avais transformée en espace de lecture quand Théo était parti étudier à Paris. C'est là que je l'ai trouvé. Un dossier. Épais, bien organisé, avec des intercalaires de couleurs. Sur la couverture, écrit à la main, Succession S Vauclair, documents officiels. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Ce n'était pas juste une procuration. C'était un plan complet, détaillé, froid. Il y avait des estimations de la valeur de la maison, de mes comptes bancaires, de mes placements. Il y avait des rendez-vous notés avec un notaire à Lyon. Il y avait même une liste manuscrite. Objets à vendre, objets à garder, objets sans valeur. Dans la colonne « Sans valeur », il y avait les lettres de ma mère, les photos de mon père, le service athée que ma grand-mère avait rapporté d'un voyage en Chine dans les années 1930. Sans valeur. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, ça c'était déjà fait, mais quelque chose de plus profond. Une illusion. Celle que l'amour maternel était indestructible, que le lien du sang protégeait de tout, que donner sa vie pour ses enfants garantissait leur loyauté. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Théo. Je n'ai pas eu le temps de refermer le dossier. Il est entré, s'est figé en me voyant, puis a baissé les yeux sur le dossier ouvert entre mes mains. Le silence a duré une éternité. Puis il a souri. Pas un sourire gêné, pas un sourire coupable. Un sourire presque. Soulagé. « Ah, tu as trouvé. » Sa voix était calme, posée, comme s'il parlait de la météo. Je me demandais combien de temps ça prendrait. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée, ma bouche sèche. Il a continué, s'approchant doucement, les mains dans les poches. « Maman, je sais que ça a l'air brutal, mais c'est pour ton bien. Tu vieillis. Papa aussi. Vous ne pouvez pas gérer tout ça seul. Cette maison est trop grande, trop chère à entretenir. Les placements que tu as, tu ne sais même pas comment ils fonctionnent. On voulait juste. Simplifier les choses. Simplifier. J'ai trouvé ma voix. Elle était basse, tremblante, mais elle était là. Tu voulais simplifier en me volant ? Il a eu un petit rire. Pas méchant, presque affectueux. Voler. Maman, voyons, c'est ton héritage. Un jour, tout ça sera à moi de toute façon. On fait juste. Anticiper. Pour éviter les complications fiscales, les frais de succession. C'est intelligent, en fait. Intelligent. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme de 38 ans, aux traits qui ressemblaient tant à ceux de mon père, aux mains que j'avais tenues quand il avait peur, à la voix que j'avais consolée dans chaque chagrin. Et j'ai compris que je ne le connaissais pas. Que peut-être je ne l'avais jamais connu.
Et la fête? Ai-je demandé. C'était quoi? Une mise en scène pour me faire baisser la garde? Il a haussé les épaules. On voulait que tu sois de bonne humeur, que tu te sentes aimé. C'est plus facile de signer des papiers quand on est ému. Non, ému. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais je me suis levée. J'ai refermé le dossier, les serré contre ma poitrine. Je ne signerai rien. Théo a soupiré, comme un parent fatigué face à un enfant têtu. Maman, sois raisonnable. Raisonnable? Ma voix montait malgré moi. Tu me demandes d'être raisonnable alors que tu planifies de me dépouiller de tout ce que j'ai construit. Il a croisé les bras. Son visage s'est durci. Tu n'as rien construit, maman. Papa a construit. Toi, tu as juste été là. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai abandonné ma carrière pour toi. Quelle carrière? Tu étais prof dans un collège de province. Ce n'est pas comme si tu avais sacrifié une vie extraordinaire. Et là, quelque chose en moi s'est éteint. Pas la colère, pas la tristesse, quelque chose de plus essentiel, l'espoir, peut-être, ou l'amour inconditionnel qu'une mère porte à son enfant, même quand cet enfant ne le mérite plus. Je suis passée devant lui sans un mot. Il n'a pas essayé de me retenir. En descendant l'escalier, j'ai croisé Camille. Elle avait tout entendu, j'en suis sûre. Mais elle continuait de sourire, de ce sourire vide et parfait qu'elle portait comme un masque. Dehors, le vent s'était levé. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur l'allée. J'ai monté dans ma voiture, posé le dossier sur le siège passager, et j'ai démarré. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli percuter le portail. Mais je ne pleurais pas, plus maintenant, parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. Théo avait raison sur un point. J'avais passé ma vie à être juste là, à m'effacer, à donner, à servir, à croire que le sacrifice était une forme d'amour. Mais ce temps était révolu. Ce que Théo ne savait pas encore, c'est que cette femme effacée qu'il méprisait tant venait de décider de reprendre sa vie en main. Et que la vengeance d'une mère trahie ne ressemble à aucune autre. Parce qu'elle connaît chaque faiblesse, chaque secret, chaque mensonge. Et moi, j'en connaissais beaucoup. Philippe m'attendait dans l'appartement. Quand il a vu mon visage, il n'a posé aucune question. Il m'a simplement prise dans ses bras. Et pour la première fois depuis cette nuit maudite, j'ai laissé les larmes couler. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de rage, de libération, d'une douleur si profonde qu'elle en devenait presque purificatrice. Je tremblais contre lui, mon corps secoué de sanglots que je n'arrivais plus à contrôler. Philippe me serrait fort, sa main caressant mes cheveux comme il le faisait quand nous étions jeunes, quand le monde nous semblait encore plein de promesses. Mais ce n'était plus le même monde. Ce n'était plus la même femme qu'il tenait dans ses bras. Quelque chose s'était brisé en moi, quelque chose d'irréparable, et à la place, une nouvelle Solane commençait à émerger. Une femme que je ne connaissais pas encore, mais que je sentais grandir à chaque battement de cœur. Quand j'ai enfin pu parler, ma voix était rauque, éraillée par l'émotion. Je lui ai tout raconté. Les documents, les listes méticuleuses, les mots cruels de Théo qui résonnaient encore dans ma tête comme un écho douloureux. Philippe a serré les poings tellement fort que ses articulations sont devenues blanches, les veines saillant sur ses avant-bras. « On va porter plainte, on va consulter un avocat, on va… » « Non !» l'ai-je interrompu. Ma voix était calme, presque froide, d'une détermination qui m'a surprise moi-même. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la raison, ses yeux écarquillés d'incompréhension. « Solane, il veut te voler. C'est illégal. On ne peut pas. On ne va pas porter plainte parce que ça rendrait tout public. Ça détruirait la famille. Et surtout. » J'ai marqué une pause, cherchant les mots justes, pesant chacun d'eux avec soin. Surtout parce que je veux qu'il comprenne par lui-même ce qu'il a fait. Je veux qu'il ressente exactement ce que moi j'ai ressenti. Philippe a secoué la tête, incrédule. « Tu parles de quoi? De vengeance ?» J'ai soutenu son regard sans ciller. Non, de justice, de vraie justice. J'ai posé le dossier sur la table avec une lenteur délibérée, mes doigts effleurant la couverture comme si elle brûlait. Théo pense que je suis faible, que je suis juste une vieille femme facile à manipuler. Il pense que parce que j'ai sacrifié ma carrière,
Je n'ai aucune valeur, aucune intelligence, aucune capacité à me défendre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant toutes ces années où je me suis occupée de lui, j'ai aussi appris, observé, compris comment le monde fonctionne vraiment. J'ai ouvert le dossier, parcouru les documents avec un regard neuf, analytique, presque détaché. Chaque page révélait l'ampleur de la trahison, mais aussi les failles du plan de Théo. Tu vois ça? Ses rendez-vous avec le notaire? Ses estimations de patrimoine détaillées? Il a tout planifié avec une précision méticuleuse. Mais il a aussi tout documenté. Chaque étape, chaque calcul, chaque intention. Et c'est là son erreur fatale. Il a laissé des preuves partout. Philippe s'est assis lentement, m'observant avec une intensité nouvelle, comme s'il découvrait une facette de moi qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que tu as en tête exactement ?» Sa voix était un mélange de curiosité et d'appréhension. Je lui ai souri, un sourire triste certes, mais déterminé, porteur d'une résolution inflexible. Je vais lui donner exactement ce qu'il veut. Je vais signer les papiers, transférer les biens, tout. « Quoi? Solane, tu es ?» Il s'est interrompu, voyant mon expression. « Laisse-moi finir. Je vais tout transférer, mais pas à lui, à une fondation que je vais créer au nom de ma mère, dédiée à l'éducation des femmes qui, comme moi, ont dû renoncer à leurs rêves. Chaque centime, chaque bien, chaque placement, chaque pierre de cette maison qu'il convoite tant, tout ira là-bas. » Le silence s'est installé dans la pièce, dense et chargé d'électricité. Philippe me fixait, bouche entr'ouverte, incrédule. Les secondes s'égrenaient, marquées par le tic-tac de l'horloge murale. Puis, lentement, très lentement, un sourire a étiré ses lèvres. Un sourire qui est devenu un rire libérateur qui a rempli l'appartement. « Tu es en train de me dire que je vais le déshériter complètement, légalement, proprement, irréversiblement. Et quand il découvrira ce que j'ai fait, il comprendra que la femme qu'il pensait faible, insignifiante et facile à manipuler avait plus de force, plus d'intelligence et plus de détermination qu'il ne l'avait jamais imaginé. » Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités intenses. J'ai rencontré un avocat à Lyon, une femme brillante dans la cinquantaine nommée Maître Durand, au regard perçant et à l'esprit acéré. Quand je lui ai raconté mon histoire dans son bureau au mur tapissé de livres de droit, elle n'a montré aucune pitié superficielle, juste une détermination froide et professionnelle qui m'a immédiatement mise en confiance. « Madame Vauclair, vous avez tous les droits de faire ce que vous voulez de votre patrimoine. Et juridiquement, votre plan est non seulement solide, il est parfaitement blindé. Personne ne pourra le contester. » Elle a sorti un bloc-notes et a commencé à prendre des notes avec une efficacité redoutable. Nous allons structurer cela de manière à ce que ce soit absolument inattaquable. Je vais m'assurer que chaque virgule, chaque clause, chaque disposition soit irréprochable. Sa confiance était contagieuse, et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une lueur d'espoir, non pas de réconciliation, mais de justice. Nous avons créé la fondation en 2 semaines intenses de travail acharné. Fondation Marguerite Vauclair, du nom de ma mère, qui avait elle-même dû abandonner ses études pour se marier jeune. Son objectif: financer des bourses d'études pour des femmes de plus de 40 ans, souhaitant reprendre des études ou se reconvertir professionnellement après avoir sacrifié leurs ambitions pour leur famille. Ironique, n'est-ce pas? Moi qui avais abandonné ma carrière d'enseignante, mes rêves d'écrire, mes aspirations personnelles, j'allais maintenant aider d'autres femmes à ne pas faire la même erreur, à ne pas s'effacer complètement. Chaque réunion avec Maître Durand renforçait ma détermination. Nous discutions des statuts, des objectifs précis, des critères de sélection pour les bénéficiaires. « Je veux que cette fondation aide des femmes comme ma mère », lui ai-je dit lors d'une de nos rencontres. Des femmes intelligentes, talentueuses, qui ont mis leurs rêves en veilleuse parce que c'est ce qu'on attendait d'elles. Je veux leur donner une seconde chance que personne ne leur a jamais offerte. Le transfert des biens a pris plus de temps que prévu. Il a fallu évaluer la maison d'Annecy avec ses 4 chambres, son jardin centenaire et sa vue sur les montagnes. Il a fallu liquider certains placements financiers, contacter les banques, organiser les donations avec une précision chirurgicale.
Chaque rendez-vous chez le notaire, chaque signature apposée au bas d'un document, chaque validation administrative me donnait un sentiment de puissance que je n'avais jamais connu auparavant. J'étais en train de reprendre le contrôle, pas juste de mon argent, de ma vie, de mon identité, de la femme que j'avais été avant de devenir uniquement la mère de Théo. L'avocat m'avait expliqué que le processus prendrait du temps, mais que chaque étape nous rapprocherait de l'objectif final. Madame Vauclair, je dois vous prévenir, une fois que tout sera finalisé, il n'y aura aucun retour en arrière possible. Même si vous changez d'avis, même si Théo s'excuse, les biens seront définitivement transférés à la fondation. Je l'avais regardé droit dans les yeux. C'est exactement ce que je veux. Aucun retour en arrière. Pendant ce temps, Théo appelait régulièrement, sa voix au téléphone oscillant entre inquiétude feinte et agacement à peine dissimulé. « Maman, pourquoi tu ne réponds plus à mes messages? On s'inquiète pour toi. Papa dit que tu ne vas pas bien. » Camille envoyait des textos quotidiens, des messages dégoulinants de fausses sollicitudes. « Solane, j'espère que tu vas bien. On aimerait vraiment te voir. Tu nous manques tellement. » Je ne répondais jamais, pas un mot, pas un signe de vie. Philippe voulait que je leur parle, que je leur explique pourquoi je m'étais éloignée. Solane, ce silence les rend fous. Ils appellent sans arrêt. Mais je savais que le silence était mon arme la plus puissante, parce qu'il les rendait nerveux, incertains, parce qu'il les forçait à imaginer le pire sans savoir ce que je savais réellement. Un soir, Philippe m'a trouvée assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. « Tu es sûre de ce que tu fais ?» m'a-t-il demandé doucement. Je n'ai pas détourné le regard de la fenêtre. Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans ma vie. Il s'est assis à côté de moi, a pris ma main. Et si? Et s'il change? Et s'il réalise son erreur? J'ai finalement tourné la tête vers lui. Alors, il aura appris une leçon. Mais mes biens resteront où ils sont. Parce que certaines trahisons ne méritent pas le pardon, Philippe. Elles méritent des conséquences. Un mois après ma visite à la maison, tout était prêt. La fondation était opérationnelle, enregistrée officiellement, dotée d'un conseil d'administration composé de femmes que je respectais profondément. Les biens étaient en cours de transfert, chaque procédure administrative avançant avec une précision implacable. Mon avocat m'a tendu le dernier document à signer, l'acte final qui rendait le tout irréversible, définitif, gravé dans le marbre juridique. Madame Vauclair, une fois que vous signerez ceci, il n'y aura vraiment plus aucun retour en arrière possible. Vous en êtes absolument certaine. J'ai pris le stylo Montblanc que ma mère m'avait offert pour mes 20 ans, celui que j'avais gardé précieusement pendant toutes ces années. J'ai pensé à Théo, à tous ces moments où je l'avais porté dans mes bras, bercé pendant ces nuits d'insomnie, nourri à la cuillère quand il était malade. À toutes ces nuits blanches passées à ses côtés, ces sacrifices quotidiens, ces renoncements silencieux qui avaient constitué le tissu même de ma vie maternelle. Et j'ai signé, d'une main ferme, sans la moindre hésitation. Le lendemain, j'ai invité Théo et Camille à déjeuner dans un restaurant du centre d'Annecy, un établissement élégant sur les bords du lac, où les scènes publiques étaient impossibles, où la bienséance sociale imposait une retenue forcée. Ils sont arrivés avec des sourires nerveux, leurs regards trahissant une anxiété à peine contenue. « Maman, ça fait tellement longtemps. Tu nous as vraiment manqué. » La voix de Théo sonnait faux, trop empressée. Je les ai laissés s'installer, commander, parler de tout et de rien dans une tentative pathétique de normalité. Camille racontait leur projet de voyage en Italie avec un enthousiasme forcé. Théo parlait d'une promotion qu'il espérait obtenir au travail, gonflant sa poitrine avec une fierté déplacée. Il jouait la comédie de la famille aimante avec un talent d'acteur médiocre. J'observais chacun de leurs gestes, chaque micro-expression qui traversait leur visage. Camille jouait nerveusement avec sa serviette. Théo consultait son téléphone toutes les 2 minutes. Ils attendaient quelque chose. Ils espéraient quelque chose. Et cette attente les rongeait de l'intérieur. Quand les plats principaux sont arrivés, un poisson du lac pour Théo, une salade niçoise pour Camille, j'ai posé mon sac sur la table et en ai sorti une enveloppe Kraft épaisse. « Théo, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler.
Son regard s'est immédiatement illuminé, une lueur d'avidité traversant ses yeux. Il pensait que j'allais céder, que j'allais signer, que la vieille femme fatiguée allait enfin se plier à sa volonté. « Bien sûr, maman, je t'écoute attentivement. » J'ai ouvert l'enveloppe avec une lenteur calculée, en ai sorti les documents officiels et les ai poussés vers lui sur la nappe blanche immaculée. Voilà. Comme tu le voulais, j'ai effectivement réglé toute la question de la succession. Son sourire s'est élargi démesurément. Camille a posé sa main sur la sienne dans un geste de victoire anticipée. Solane sait, c'est merveilleux. Tu as vraiment fait le bon choix, le choix raisonnable. Lys, ai-je dit simplement. Ma voix dénuée de toute émotion. Il a pris les papiers, a commencé à lire. Son sourire s'est figé progressivement, puis s'est effacé complètement, puis son visage est devenu livide, presque gris. C'est quoi ça exactement? Sa voix tremblait, oscillant entre incrédulité et rage naissante. Une fondation? Tu as donné tout à une putain de fondation? Oui, ai-je répondu avec un calme olympien. Chaque centime, chaque bien. La maison d'Annecy, les comptes bancaires, les placements, l'appartement à Paris, absolument tout. Camille a arraché les documents des mains de Théo avec une violence mal contenue. Ses yeux parcouraient les lignes à toute vitesse, sa respiration s'accélérant à chaque paragraphe. Mais c'est complètement illégal. Tu ne peux pas faire ça. On va attaquer cette décision en justice. Si je peux, et je l'ai fait. Ma voix était douce, presque apaisée, contrastant avec leur agitation croissante. Mon avocat a tout vérifié méticuleusement. Tout est parfaitement légal, irréprochable d'un point de vue juridique. Théo s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol, renversant presque son verre de vin qui a vacillé dangereusement. « Tu es devenue complètement folle? C'est mon héritage. J'ai des droits, légitimes. » Les gens aux tables voisines ont commencé à regarder dans notre direction, des murmures discrets s'élevant. J'ai gardé mon calme absolu, ma posture droite et digne. « Tu as raison, Théo. Tu avais effectivement des droits. Mais tu les as perdus le jour où tu as décidé de me traiter comme un simple obstacle à éliminer plutôt que comme ta mère. » Il a ouvert la bouche, l'a refermée, cherchant ses mots. Camille s'est levée à son tour, le visage déformé par une rage qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Espèce de vieille garce manipulatrice. Tu nous as bernés depuis le début de cette mascarade. » J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines, un vrai sourire sincère. « Non, Camille, je vous ai simplement donné une leçon, celle que vous auriez dû apprendre il y a bien longtemps. On ne sous-estime jamais une femme qui a passé sa vie entière à s'oublier pour les autres. Parce que le jour où elle décide enfin de se choisir, de se défendre, de reprendre ce qui lui appartient, rien ni personne ne peut l'arrêter. » Théo tremblait de tout son corps, de rage, de choc, d'incrédulité totale. « Tu vas amèrement le regretter. On va attaquer cette décision ridicule en justice. On va prouver que tu n'étais pas saine d'esprit. On va... » Fais exactement ce que tu veux, Théo. Mais ça ne changera absolument rien. Les papiers sont signés, validés, enregistrés. L'argent est parti définitivement. Et tu sais quoi? Pour la première fois depuis des décennies, je me sens vraiment, profondément libre. Je me suis levée avec dignité et posé assez d'argent sur la table pour couvrir généreusement l'addition et suis partie sans me retourner. Derrière moi, j'entendais Théo crier, sa voix se brisant dans des accusations incohérentes. Camille sanglotait bruyamment, attirant tous les regards du restaurant. Mais je ne me suis pas retournée une seule fois, parce que ce chapitre douloureux de ma vie était définitivement, irréversiblement terminé. En sortant du restaurant, l'air frais du lac m'a accueilli comme une bénédiction. J'ai marché lentement le long des quais, observant les canards glisser sur l'eau calme, les montagnes se reflétant dans le miroir liquide. Pour la première fois depuis cette nuit horrible de la fête, j'ai senti mes épaules se détendre, le poids écrasant qui m'oppressait se dissiper peu à peu. J'étais libre, vraiment libre. 6 mois ont passé depuis ce déjeuner mémorable au restaurant. 6 longs mois pendant lesquels je n'ai eu absolument aucune nouvelle de Théo. Pas un appel, pas un message, pas même un signe indirect. Au début,
Cette absence faisait terriblement mal, comme une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. Même après tout ce qu'il avait fait, toutes les trahisons, toutes les manipulations, c'était mon fils, mon enfant. Et une partie de moi, cette partie maternelle profondément enracinée qui refuse de mourir même face à la pire des déceptions, espérait encore qu'il comprendrait, qu'il s'excuserait avec sincérité, qu'il redeviendrait ce petit garçon qui me serrait fort dans ses bras en murmurant « Je t'aime, maman », avant de s'endormir. Mais il ne l'a pas fait. Les semaines se sont transformées en mois et le silence est resté absolu, total, pesant comme une chape de plomb. Philippe et moi avons vendu l'appartement du centre-ville qui nous rappelait trop de souvenirs douloureux et loué une petite maison charmante à la campagne, près du lac d'Annecy, entourée de sapins et de prairies sauvages. Plus simple, plus calme, plus authentique. Un endroit où nous pouvions respirer sans sentir le poids écrasant du passé sur nos épaules. Nous avons recommencé à vivre. Pas comme avant, jamais comme avant, car certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être recollées à l'identique. Mais différemment. Mieux, peut-être. Avec une conscience nouvelle de ce qui comptait vraiment. Les matins, nous prenions notre café sur la terrasse en bois qui donnait sur les montagnes, écoutant le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les arbres. Philippe avait repris la peinture, une passion qu'il avait abandonnée des années auparavant. Moi, j'avais recommencé à lire avec voracité, dévorant des livres que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir quand ma vie tournait entièrement autour de Théo. Nous redécouvrions les plaisirs simples, une promenade au bord du lac, un dîner préparé ensemble, une conversation sans arrière-pensée. La fondation a prospéré bien au-delà de mes espérances les plus optimistes. En 6 mois seulement, nous avons pu financer 12 bourses complètes pour des femmes souhaitant reprendre leurs études ou se reconvertir professionnellement. J'ai personnellement rencontré certaines d'entre elles lors de réunions organisées dans un petit café d'Annecy que nous avions transformé en lieu de rencontre mensuel. Leurs histoires m'ont profondément bouleversé, touché au plus profond de mon âme. Divorces difficiles qui les avaient laissés démunis, carrière prometteuse, abandonnée pour élever des enfants qui maintenant vivaient leur propre vie, rêves consciencieusement mis de côté par devoir familial ou pression sociale. Elles me ressemblaient toutes, d'une manière ou d'une autre. C'était comme regarder dans un miroir qui reflétait différentes versions de moi-même. Une femme en particulier m'a profondément marquée et changée. Elle s'appelait Nathalie Rousseau, avait 52 ans et voulait devenir avocate après avoir passé 30 longues années comme secrétaire juridique, observant de loin le métier qu'elle avait toujours rêvé d'exercer. Quand elle m'a rencontrée pour la première fois, ses yeux brillaient d'une détermination farouche mêlée de gratitude. « Madame Vauclerc, grâce à vous, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Toute ma vie, j'ai regardé les autres vivre leurs ambitions pendant que je tapais leurs lettres et classais leurs dossiers. Sa voix s'était brisée. Maintenant, c'est mon tour. » Je lui ai souri, les larmes aux yeux. « Si, Nathalie, je sais exactement ce que ça représente. Parce que moi aussi, j'ai passé ma vie à regarder les autres vivre pendant que je m'effaçais. Nous nous sommes retrouvés régulièrement après cela. Nathalie est devenue plus qu'une bénéficiaire de la fondation. Elle est devenue une amie, une confidente, quelqu'un qui comprenait intimement ce que signifie se retrouver après des décennies d'abnégation. Elle me racontait ses progrès à la faculté de droit, ses difficultés à étudier à son âge entourée d'étudiants qui avaient l'âge de ses enfants, mais aussi l'immense fierté qu'elle ressentait à chaque examen réussi. Un après-midi de mars particulièrement doux, alors que je préparais le dîner dans notre petite cuisine qui sentait bon le romarin et l'ail, on a sonné à la porte avec insistance. Philippe était sorti faire des courses au marché du village. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et ai ouvert la porte, m'attendant peut-être au facteur ou à un voisin. Mon cœur s'est complètement arrêté. C'était Théo. Il avait considérablement maigri, ses joues creusées donnant à son visage une apparence presque squelettique. Ses traits étaient profondément tirés, marqués par ce qui ressemblait à des nuits sans sommeil et des journées de tourments. Ses yeux étaient cernés de noir, enfoncés dans leurs orbites. Il portait les mêmes vêtements que le jour du déjeuner catastrophique au restaurant, mais il semblait avoir vieilli de 10 ans, froissé, usé, taché. Son apparence générale était celle d'un homme qui avait traversé l'enfer
et en portait encore les stigmates. Nous sommes restés là, face à face, figés dans le temps, sans un mot pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le vent faisait bruisser les feuilles autour de nous. Un oiseau chantait au loin. Le monde continuait de tourner pendant que nous nous fixions comme deux étrangers qui se reconnaissent à peine. Puis, il a parlé, la voix complètement brisée, rauque comme s'il avait passé des jours à pleurer. « Maman, je peux entrer ?» J'aurais dû dire non. Chaque cellule de mon corps, chaque instinct de survie me criait de dire non. J'aurais dû fermer la porte immédiatement. Protéger la paix fragile que j'avais si durement gagnée, préserver l'équilibre délicat que Philippe et moi avions reconstruit avec tant de patience. Mais je suis une mère. Et malgré tout, malgré la trahison monumentale, malgré la douleur lancinante qui ne me quittait jamais complètement, malgré les nuits où je m'étais réveillée en pleurant, une partie irréductible de moi voulait encore croire qu'il restait quelque chose à sauver. Que le petit garçon que j'avais aimé inconditionnellement existait encore quelque part sous cette carapace d'amertume et de cupidité. Je me suis écartée silencieusement. Il est entré, très lentement, prudemment, comme s'il marchait dans un musée rempli d'objets fragiles qu'il craignait de briser. Il a regardé autour de lui avec une expression indéchiffrable. La petite maison modeste mais chaleureuse, les meubles simples mais confortables que nous avions chinés dans les brocantes locales, les livres empilés sur les étagères faites main, les photos de Philippe et moi lors de nos récentes promenades. Pas de photos de lui. Il l'a remarqué, je l'ai vu dans ses yeux. « C'est joli ici », a-t-il murmuré d'une voix à peine audible. « Vraiment paisible. Ça te ressemble ?» Je n'ai rien répondu. Je l'ai simplement laissé parler, observant chacun de ses gestes, chaque micro-expression qui traversait son visage ravagé. Camille est partie. Il s'est assis lourdement sur le canapé, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter, les mains tremblantes posées sur ses genoux. Quand elle a vraiment compris qu'il n'y avait définitivement plus d'argent, plus de maison luxueuse, plus de statut social, plus rien de ce qu'elle convoitait. Elle est partie du jour au lendemain. Elle a vidé notre appartement loué pendant que j'étais au travail. Elle a dit que je l'avais profondément déçue, que j'étais un raté complet, un homme sans avenir. Elle m'a même envoyé un message pour me dire qu'elle aurait dû écouter sa mère qui lui avait dit de ne jamais m'épouser. Il a ri amèrement, un rire sans joie qui ressemblait plus à un sanglot. Ironique, non? Poétique même. Je me suis assise en face de lui sur le fauteuil que Philippe avait restauré, gardant une distance prudente. « Pourquoi es-tu là, Théo ?» Ma voix était neutre, dénuée d'émotion, presque clinique. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient remplis de larmes qui débordaient, maintenant, coulant librement sur ses joues amaigries. Parce que j'ai compris. Trop tard, bien trop tard, mais j'ai enfin compris. Compris quoi exactement? Mon ton restait froid, détaché. Que tu avais raison, sur absolument tout. Il s'est penché en avant, les coudes appuyés sur ses genoux, le visage enfoui dans ses mains. Ces 6 derniers mois ont été un cauchemar absolu. J'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais plus me concentrer, obsédée par ce que j'avais fait. Camille m'a quitté sans aucune compassion. Mes amis, ou du moins ceux que je croyais être mes amis, me regardent maintenant comme si j'étais un monstre, un fils indigne. Certains refusent même de me parler. Et tu sais quoi? Ils ont tous parfaitement raison. C'est exactement ce que je suis devenu. Un monstre sans cœur. Les larmes coulaient maintenant abondamment, sans retenue. Je pensais sincèrement que l'argent, le statut social, la richesse matérielle, c'était ça qui comptait vraiment dans la vie. Je pensais que tu étais juste. Un obstacle embarrassant. Une vieille femme qui s'accrochait stupidement à des choses dont elle n'avait plus besoin, dont elle ne pouvait plus profiter. Je me disais que je te rendais service, que je t'aidais à simplifier ta vie. Il s'est essuyé les yeux du revers de la main dans un geste enfantin. Mais quand tout a disparu d'un coup, quand j'ai perdu Camille qui m'a quitté sans un regard en arrière, le travail que j'avais mis des années à obtenir, la maison que nous louions et dont nous avons été expulsés, je me suis retrouvée complètement seule. Vraiment, profondément seule pour la première fois de ma vie. Et c'est précisément là
dans ce vide abyssal, que j'ai réalisé avec une clarté dévastatrice que la seule personne qui ne m'avait jamais abandonné, qui avait toujours été là inconditionnellement, c'était toi. Et que moi, je t'avais trahi de la pire façon imaginable. Je t'ai traité comme une étrangère, comme quelque chose à éliminer. Je sentais quelque chose bouger en moi, se déplacer comme une plaque tectonique. Pas du pardon, pas encore, peut-être jamais complètement, mais de la compassion. Cette compassion douloureuse, déchirante qu'une mère ressent même pour un fils qui l'a profondément blessé. Théo, pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant ? Il a relevé la tête brusquement, me fixant avec une intensité désespérée. Parce que je veux que tu saches que je regrette. Vraiment, du plus profond de mon âme, je regrette. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne te demande même pas de m'aider financièrement ou matériellement. Je veux juste que tu saches que j'ai enfin compris ce que j'ai vraiment perdu. Pas l'argent que je convoitais, pas la maison que je voulais vendre. Toi, j'ai perdu ma mère, la seule personne qui m'aimait sans condition. Nous sommes restés silencieux un très long moment, le temps semblant suspendu entre nous. Le tic-tac de l'horloge dans la cuisine résonnait comme un métronome implacable marquant le passage inexorable du temps, les secondes qui nous séparent définitivement de ce que nous aurions pu être si les choses avaient été différentes. Finalement, j'ai parlé, ma voix douce mais ferme. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Théo ? Ce n'est même pas que tu aies voulu mon argent ou mes biens. L'argent, ce n'est que de l'argent. Ce qui m'a vraiment détruite, c'est que tu aies pensé que je n'avais absolument aucune valeur en dehors de ça. Que sacrifier ma carrière prometteuse, mes rêves personnels, mes ambitions, pour t'élever avec amour, c'était rien. Que j'étais devenue invisible, insignifiante, un meuble dont on peut disposer. Il a hoché la tête vigoureusement, incapable de parler, la gorge serrée par l'émotion. Pendant des années, tellement d'années, je me suis complètement oubliée. J'ai sincèrement cru que c'était ça, l'essence même de l'amour maternel. Se dissoudre entièrement dans la vie de son enfant, s'effacer pour qu'il puisse briller. Mais tu m'as montré, de la manière la plus cruelle possible, que c'était une terrible erreur. Parce que quand on s'oublie trop profondément, quand on s'efface complètement, les autres finissent inévitablement par nous oublier aussi. On devient transparente, sans substance. Je me suis levée lentement, me suis approchée de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Dehors, le lac d'Annecy scintillait magnifiquement sous le soleil doux de mars, les montagnes enneigées se reflétant dans ses eaux calmes. Cette fondation, Théo, ce n'était pas juste une façon sophistiquée de te punir ou de me venger. C'était ma façon de me retrouver enfin, de me reconnecter avec la femme que j'étais avant de devenir uniquement la mère de Théo, de donner un sens profond, durable à tous ces sacrifices que j'ai faits. Maintenant, chaque femme qui reçoit une bourse de la Fondation Marguerite Vauclair, c'est un peu comme si je me donnais à moi-même une seconde chance, comme si je rattrapais toutes ces années perdues. Théo s'est levé à son tour, chancelant légèrement. « Je comprends, maman, je comprends vraiment maintenant, et je suis fière de toi, sincèrement fière. Tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose de beau et utile. » Il s'est approché prudemment, hésitant, comme s'il attendait une permission tacite. « Est-ce qu'un jour, peut-être, tu pourras me pardonner ?» J'ai réfléchi très longuement avant de répondre, pesant chaque mot avec soin. « Je ne sais pas, Théo. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Peut-être, avec beaucoup de temps. Mais ça prendra énormément de temps. Des années, probablement. Et ça demandera infiniment plus que de simples excuses prononcées dans un moment de désespoir. Ça demandera que tu me montres concrètement, jour après jour, que tu as vraiment changé en profondeur, que tu as compris la leçon. » Il a hoché la tête gravement, acceptant mes conditions sans négocier. « Je comprends parfaitement. Je vais essayer. Tous les jours, chaque jour de ma vie, je vais essayer de devenir l'homme que tu aurais voulu que je sois. » Philippe est rentré à ce moment précis, chargé de plusieurs sacs de courses remplis de légumes frais du marché. En voyant Théo debout dans notre salon, il s'est complètement figé, son visage se durcissant instantanément. Mais je lui ai fait un petit signe de tête rassurant,
et il a immédiatement compris la situation. Il a posé les sacs sur la table de la cuisine et est venu se placer silencieusement à côté de moi, solidaire, protecteur. Théo s'est dirigé vers la porte, marchant lentement comme un condamné. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois, la main sur la poignée. « Maman, cette fondation dont tu es si fière à juste titre, est-ce que je pourrais aider d'une manière ou d'une autre? Bénévolement, bien sûr. Pas pour l'argent, je n'attends rien en retour. Juste pour faire quelque chose de bien pour une fois dans ma vie, pour racheter ne serait-ce qu'une fraction de mes erreurs ?» J'ai souri. Un petit sourire prudent, fragile. « On verra, Théo. On verra comment tu te comportes. Les actions comptent plus que les mots. » Il est parti, refermant doucement la porte derrière lui. Philippe a fermé le verrou et m'a immédiatement prise dans ses bras protecteurs. « Tu vas vraiment lui donner une chance de se racheter ?» Sa voix trahissait son scepticisme. J'ai appuyé ma tête fatiguée contre son épaule réconfortante. « Je ne sais pas encore. Mais je pense sincèrement que tout le monde mérite au moins une possibilité de rachat. Même ceux qui nous ont le plus cruellement blessés. Sinon, à quoi bon tout ça ?» Les semaines qui ont suivi cette visite inattendue, Théo a effectivement tenu parole avec une constance surprenante. Il s'est porté volontaire pour aider à la fondation de manière régulière. Il a commencé très modestement. Ranger des dossiers administratifs, répondre à des emails de candidates potentielles, organiser des événements de collecte de fonds. Je le surveillais attentivement de loin, méfiante, attentive aux moindres signes que ce n'était qu'une mascarade temporaire, une manipulation supplémentaire. Mais il semblait authentiquement sincère, transformé. Un jour, Sylvie Moreau, une des bénéficiaires de la fondation, une femme de 47 ans qui préparait un diplôme d'infirmière après 15 ans comme aide-soignante, est venue spécialement me voir après une réunion. « Madame Vauclerc, votre fils est vraiment quelqu'un de bien. Il m'a aidé bénévolement à préparer mon dossier complexe pour la faculté de médecine. Il a passé des heures avec moi, patiemment, sans jamais montrer d'impatience. Ses yeux brillaient de gratitude. Il m'a dit que c'était sa façon de vous rendre hommage. J'ai senti ma gorge se serrer. Merci, Sylvie. Merci de me le dire. Peut-être que les gens peuvent vraiment changer profondément. Peut-être que les trahisons, aussi douloureuses et destructrices soient-elles, peuvent devenir des leçons de vie transformatrices. Peut-être que l'amour maternel, même profondément brisé, même fracturé en 1000 morceaux, peut trouver une nouvelle forme, différente mais tout aussi valable. Ou peut-être que je veux simplement désespérément y croire. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière sur ces 6 mois extraordinaires, je ne regrette absolument rien. Ni les sacrifices passés, ni la douleur terrible que j'ai endurée, ni même la trahison qui aurait pu me détruire. Parce que tout ça, chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit d'insomnie, m'a inévitablement mené ici, à cette petite maison chaleureuse au bord du lac, à cette fondation qui change concrètement des vies, à cette version de moi-même que je ne connaissais pas il y a encore un an, plus forte, plus lucide, plus entière, plus authentique. Théo et moi, nous ne serons probablement jamais exactement ce que nous étions autrefois. Cette relation idéalisée mère-fils est morte, enterrée. Mais nous construisons patiemment quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête, de plus vrai. Quelque chose qui repose sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Et ça, c'est déjà énormément. C'est même peut-être mieux. La vie ne nous donne pas toujours les fins heureuses parfaites des contes de fées que nous lisions enfants, mais elle nous offre généreusement des secondes chances, des moments inattendus de grâce, des opportunités précieuses de pardon, pas nécessairement pour les autres, mais surtout pour nous-mêmes. Parce que porter la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Et moi, Solène Vauclerc, à 64 ans, j'ai appris la leçon la plus importante de toute mon existence. On ne peut vraiment aimer authentiquement les autres que si on commence d'abord par s'aimer soi-même. Et que donner entièrement sa vie pour ses enfants ne veut absolument rien dire si, au bout du compte épuisant, on n'a plus de vie propre à donner, plus d'identité, plus de rêve personnel. Alors aujourd'hui, je vis pleinement. Pour moi d'abord. Pour Philippe ensuite.
Pour toutes ces femmes courageuses qui, comme moi, ont longtemps cru qu'elles devaient s'effacer complètement pour être aimées et appréciées. Et si Théo trouve authentiquement sa place dans cette nouvelle vie que nous construisons, tant mieux. Ce sera un bonus merveilleux. Sinon, j'aurais au moins essayé de lui tendre la main. J'aurais fait ma part. Parce que c'est ça, finalement, être vraiment mère. Ce n'est pas tout accepter, aveuglément. C'est savoir poser des limites saines. C'est aimer profondément, mais pas au prix destructeur de soi-même. C'est espérer sincèrement, sans jamais se perdre dans cet espoir au point de s'oublier. Et c'est exactement ce que je fais désormais, chaque jour, avec dignité et détermination. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu la force de transformer une trahison aussi profonde en quelque chose de beau et de durable? Je vous ai raconté mon histoire, non pas pour susciter votre pitié, mais pour partager avec vous une vérité que j'ai mis toute une vie à comprendre. Parfois, ceux que nous aimons le plus nous blessent le plus profondément. Et parfois, c'est précisément cette douleur qui nous révèle enfin qui nous sommes vraiment. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu quelque chose de semblable. Peut-être qu'un enfant, un conjoint, ou quelqu'un en qui vous aviez placé toute votre confiance vous a trahi d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Peut-être que vous portez encore cette blessure en silence, vous demandant si vous avez fait les bons choix, si vous auriez dû réagir différemment. Je voudrais que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas seul dans cette souffrance. Nous sommes des milliers, peut-être des millions de femmes qui avons donné notre vie entière pour nos familles, qui nous sommes effacés en croyant que c'était là notre plus grande force, pour découvrir un jour que nous étions devenus invisibles aux yeux de ceux que nous aimions le plus. Alors laissez-moi vous poser cette question qui me tient vraiment à cœur. Qu'avez-vous ressenti en écoutant mon histoire? Est-ce que cela a réveillé en vous des souvenirs enfouis, des émotions que vous pensiez avoir surmontées? Auriez-vous, vous aussi, créé cette fondation? Auriez-vous pardonné? Ou la blessure aurait-elle été trop profonde? Prenez un instant pour me le dire dans les commentaires. Racontez-moi votre propre expérience si le cœur vous en dit. Dites-moi si vous auriez pris la même décision que moi, ou si vous auriez choisi un autre chemin. Et surtout, dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. Je veux savoir que mes mots vous touchent, peu importe où vous vous trouvez dans ce vaste monde. Chacun de vos commentaires a une valeur inestimable pour moi, parce qu'il me rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, que nos histoires méritent d'être entendues, que notre dignité retrouvée peut inspirer d'autres femmes à reprendre le contrôle de leur propre vie. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho à quelque chose en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons des récits de femmes qui ont refusé de rester victimes, qui ont transformé leurs épreuves en force, qui ont choisi de se relever avec grâce et détermination. Parce que vieillir ne signifie pas s'effacer. Cela signifie accumuler une sagesse que personne ne peut nous enlever. Cela signifie connaître notre valeur, poser nos limites et refuser d'être traités comme si nous n'avions plus d'importance. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que mon histoire vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Ne gardez pas vos réflexions pour vous. Partagez-les, libérez-les. Laissez votre voix résonner dans cet espace que nous créons ensemble. Un espace où chaque femme compte, où chaque parcours mérite le respect, où chaque renaissance est célébrée. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'être là. Et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. À très bientôt, et que votre propre histoire continue de s'écrire avec courage et dignité.